les Alpes s'étendent en Europe et traversent tour à tour la France, l'Italie, la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche, l'Allemagne et enfin la Slovénie. Survolons les Alpes françaises. Ce voyage nous emmènera successivement des gorges du Verdon dans les Préalpes provençales au massif du Mont-Blanc en Haute-Savoie. Le Verdon prend sa source près du col d'Alos, creusant ses gorges uniques en Europe, aux falaises hautes de 250 à 700 mètres. Le Grand Canyon du Verdon s'étend sur 21 km, devenant une destination appréciée des grimpeurs avec plus de 1500 voies d'escalade. Les gorges se terminent sur le lac de Sainte-Croix. Près de Gap et au-delà des aiguilles de Chabrières, hautes de 2403 mètres, le lac de Serponçon, grand lac artificiel, est la deuxième plus grande retenue d'eau d'Europe. Créé pour régulariser le cours de la Durance, c'est un réservoir de plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau, alimentant 16 centrales, soit 10% de la production hydroélectrique française. Le lac de Serponçon est également devenu un site touristique majeur des Hautes-Alpes. À proximité du lac de Serponçon, survolons l'abbaye de Boscodon qui fut fondée en 1130. Détruite à la Révolution, une association depuis 1972 œuvre à sa restauration. Située sur un promontoire naturel, Embrun est une ville de 7000 habitants, pleine de charme et d'histoire. Elle était la capitale des Alpes sous l'Empire romain. Bénéficiant aujourd'hui de 300 jours d'ensoleillement par an, elle est aussi appelée la Nice des Alpes. Nous survolons Château-Queyras, perché au-dessus de Château-Villevieille. Cette bâtisse féodale fut intégralement reconstruite, puis fortifiée par Vauban au XVIIe siècle. Néanmoins, elle a gardé l'essentiel de ses éléments anciens. En direction du mont Viso, survolons Saint-Véran, la plus haute commune d'Europe, perchée à 2042 mètres. Le village, au long passé historique, vit aujourd'hui principalement de son tourisme montagnard. Dans la région italienne du Piémont, le mont Viso culmine à 3841 mètres. Ce géant domine tous les autres sommets. Situé à la frontière franco-italienne, il est le point culminant de la région piémontaise. Pénétrons dans le territoire de l'Isère. Ancienne ville olympique, Grenoble est entourée de massifs montagneux. On trouvera au sud-ouest le Vercors, au nord la Chartreuse et à l'est le massif de Belledonne. Ces trois lieux mythiques ont chacun leur identité, plaçant Grenoble au carrefour de trois univers montagnards. Le Vercors débute à l'ouest de Grenoble avec les falaises du Moucherotte. Le parc naturel régional du Vercors s'étend sur 186 000 hectares. On trouve sur ce territoire d'exception falaises, criques, gorges, gouffres et grottes, plateaux boisés, stations de ski, une faune incroyable et une flore majestueuse. Le parc naturel veille à l'harmonie entre patrimoine, aménagement, développement économique et touristique. Dans la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors, notre civilisation s'efface, aucun village, aucune route ne s'y est implantée. La réglementation interdit toute atteinte à la flore et à la faune, tous travaux, toute circulation motorisée et toute activité industrielle.
une idée peut-être de ce que la Terre serait sans l'homme. Les falaises de la Grande Moucherolle dominent Côte-de-Mille, la station de ski de Villard-de-Lans. Ce magnifique sommet, culminant à 2284 mètres, est le plus individualisé de tout le Vercors. Le Vercors devient le terrain merveilleux autorisant de nombreuses activités. Ski de fond, ski de piste, parapente, alpinisme, spéléologie et randonnée.
La chaîne de Beldon s'étend du nord au sud et domine la vallée du Grésivaudan sur une soixantaine de kilomètres entre Grenoble et Chambéry. Beldon accueille de célèbres stations de sports d'hiver comme les Sept-Lots, Champs-Roustres ou encore le Collet d'Alvar. Mais loin des infrastructures modernes et touristiques, le massif de Beldon est un véritable paradis pour les skieurs de randonnée et les alpinistes aventureux. D'un point de vue géologique, le massif de Beldon est un massif cristallin, principalement constitué de gneiss. Tous les étages de végétation y sont présents, collinéens, montagnards, subalpins et alpins. En face du massif de Beldon, la Chartreuse s'étend de Grenoble à Chambéry sur les départements de l'Isère et de la Savoie. Le parc naturel régional de la Chartreuse recèle une très grande variété de paysages. Magnifique territoire de randonnée avec plus de 1000 km de sentiers balisés, la Chartreuse comblera également les amoureux de ski avec ses stations de sport d'hiver et les parapentistes avec Saint-Hilaire-du-Touvet, haut lieu du vol libre français. Nous survolons le monastère de la Grande Chartreuse. C'est en 1080 que Bruno et 6 de ses compagnons demandent à l'évêque de Grenoble un lieu désertique dans la montagne de son diocèse. Comblé, il érigera un petit ermitage qui deviendra le lieu de culte d'un grand ordre contemplatif. Aujourd'hui, il est impossible de visiter le monastère. Les moines y vivent dans l'isolement le plus complet, la prière et la contemplation. La Dent-de-Crolle, quant à elle, domine le plateau des Petites Roches et la vallée du Grésivaudan du haut de 1062 mètres.
En Savoie et au cœur du parc régional, les Entremonts en Chartreuse est une région où les pâturages contrastent avec les falaises calcaires. Des sites incroyables comme le cirque de Saint-Mème ou le col du Granier marquent l'extrémité nord du massif de la Chartreuse. Au pied de la Dent du Chat, le lac du Bourget est tout simplement le plus grand lac naturel de France. Situé en Savoie, au bord d'Aix-les-Bains, il fait partie des lacs post-glaciaires formés il y a environ 19 000 ans. D'une grande richesse naturelle, le lac présente aussi un potentiel écologique et touristique énorme. D'après la légende, le lac serait né des pleurs d'un ange triste d'abandonner les Alpes du Nord sur les ordres du Créateur. Les géologues, quant à eux, parlent d'une formation liée à la troisième glaciation, où les glaciers du Rhône et de l'Isère s'affrontèrent, opposant leurs forces gigantesques et creusant la dépression du Bourget sur une longueur de 50 km. Considéré comme le premier monument historique de Savoie, situé sur la rive occidentale du lac du Bourget, l'abbaye de Hautecombe fut fondée en 1125 par le comte Amédée III de Savoie. La légende raconte que Saint Bernard, en chemin pour la Grande Chartreuse, s'arrêta une nuit à Hautecombe. Cette nuit-là, il aperçut une lueur divine se poser sur un promontoire naturel au bord du lac du Bourget. Le château de Miaulan, perché sur le flanc de l'Arclusat, était une forteresse redoutée, contrôlant les passages dans la Comte de Savoie. Elle offre une vue admirable du Mont Blanc jusqu'au Vercors.
Ses origines remontent au IVe siècle où, du haut de ses 550 mètres, elle surveillait la voie romaine Milan-Vienne. Le marquis de Sade y fut incarcéré en 1772 et réussit l'impossible en s'évadant d'une forteresse dite infranchissable à l'aide de draps noués en corde. Survolons le massif du Mont Blanc. L'Aiguille Verte fait partie des 82 sommets de plus de 4000 mètres. Lorsque le soleil éclaire sa cime, la glace prend une teinte bleu-verte.
ce qui lui a valu ce nom d'Aiguille verte. Le long du versant de l'Argentière se déverse une longue coulée de glace, un toboggan de plus de 1000 mètres de hauteur. Les Drus sont constitués de 2 sommets, le Petit et le Grand Dru. Ce dernier culmine à 3754 mètres. La face ouest des Drus a connu d'importants éboulements ces 10 dernières années, modifiant considérablement sa structure. La mer de glace est née d'une rencontre entre 3 petits glaciers. Elle mesure 7 km de long sur 200 mètres d'épaisseur. C'est le 2e plus grand glacier des Alpes. Autrefois visible de Chamonix, le glacier s'est vu aujourd'hui nettement réduit par le réchauffement climatique. Les Grandes Jorasses, grandes arêtes d'environ 1 km de long, est constituée de 6 pointes. Parmi les plus hautes, la pointe Whymper, d'une altitude de 4184 mètres, et la pointe Walker, culminant à 4208 mètres. Le versant français des Grandes Jorasses compte parmi les plus grandes faces granitiques des Alpes. La Dent du Géant est un des sommets les plus étonnants des Alpes de par sa forme. Visible depuis presque tous les sommets de la chaîne, elle dépasse la barre symbolique des 4000 mètres, devenant un des sommets emblématiques de la chaîne du Mont Blanc. L'Aiguille du Midi culmine à 3842 mètres. Elle fait face au Mont Blanc et domine la vallée Blanche. C'est le 5 août 1856 que le sommet sud de l'Aiguille fut atteint par Devouassou et Simon.
Aujourd'hui, l'Aiguille est devenue un site touristique immense. Près de 5000 personnes y montent chaque jour, portées par l'énorme télécabine édifiée en 1955. Situé entre l'aiguille du Midi et le mont Maudit, le mont Blanc du Tacu, qui se trouve sur une voie d'accès du mont Blanc, culmine à 4248 mètres. Le Mont Blanc et ses 4807 mètres résonnent comme un record. Record accompli par deux hommes, Jacques Balmat et Michel Gabriel Paccard. Nous sommes le 8 août 1786. Il est 18h23 et pour la première fois, un pied se pose sur le plus haut sommet d'Europe. Alors qu'il était établi à cette époque qu'il était médicalement impossible de bivouaquer sur un glacier. Aujourd'hui, en pleine saison et par jour, plus de 300 personnes foulent le légendaire sommet. Les Alpes, région merveilleuse, a toujours aimanté les hommes attirés par sa beauté, l'effort, le défi, la liberté. La Corse, autrement appelée Île de Beauté, est une collectivité territoriale de deux départements, la Corse du Sud et la Haute-Corse. Rattachée à la France depuis 1789, la richesse touristique de l'île repose indiscutablement sur son patrimoine naturel. La Corse est éblouissante de contrastes. Les montagnes se jettent dans la mer, avec le mont Cinto culminant à 2710 mètres. La Corse est délimitée par 1000 km de côte, dont environ 300 de sable fin. L'eau y est claire et malgré sa position méridionale, cette île recouverte de soleil n'en est pas moins verdoyante. Découvrons-la ensemble, portés par les airs. Bonifacio, la cité imprenable, située à la pointe sud de l'île, fait partie des lieux les plus visités de Corse. Hors saison, la ville compte 4000 habitants. Elle est divisée en 3 parties, la Haute-Ville, la Marine et les alentours. La Haute-Ville, qui surplombe à près de 70 mètres la mer, a été construite sur une presqu'île calcaire. Les falaises se dressent comme d'énormes façades naturelles combattant les flux et reflux de la mer.
Dans la ville, tout nous rappelle le passé de la glorieuse forteresse. Découvrez ses nombreux trésors comme l'église Sainte-Marie, l'escalier du roi Aragon ou le bastion de l'Étendard. En route pour Porto Vecchio, admirons les magnifiques côtes sauvages de la partie sud-est de l'île. Ici, le cap Pertusato. Ce site, caractérisé par la roche en forme de bateau, est un lieu de choix pour admirer Bonifacio. Composé d'une riche végétation, l'endroit est devenu le repère d'un grand nombre d'oiseaux. La plage Plantarella fait face aux îles Lavezzi. La plage se situe à quelques centaines de mètres de l'île Piana et cette dernière est d'ailleurs accessible à pied.
Passons le golfe de la Santa Manza et faisons une halte au-dessus de la baie de Rondinara. Cet extraordinaire site est situé à 15 km de Bonifacio. Il n'y a pratiquement pas de construction autour de Rondinara. La nature y est donc pour l'instant épargnée. La forme de la baie est presque parfaitement circulaire. Son sable blanc et son eau bleue transparente comme l'air font de cette baie un lieu paradisiaque, incontournable. Marquant le milieu entre Bonifacio et Porto Vecchio, la tour de Sponsaglia, située sur la pointe du même nom, vient compléter la longue liste des tours génoises de Corse. Ici, le golfe de Santa Giulia. Considérée comme la plus belle plage de Corse, la plage de Palombagia étale son sable blanc à perte de vue. Emblème de la Corse, le site mélange les couleurs, le bleu de la mer et du ciel, le vert intense des pinèdes centenaires et le rouge presque improbable de la roche. La pointe de la Chiappa annonce le golfe de Porto Vecchio. Construit à 64 mètres au-dessus du niveau de la mer, le phare qui surplombe le golfe a été mis en service en 1845. Il signale l'approche des bouches de Bonifacio plus au sud. Bienvenue à Porto Vecchio, troisième ville de Corse, aujourd'hui en plein essor touristique. La ville avait jadis mauvaise réputation. La proximité des marais apportait odeur et paludisme. Ces facteurs aujourd'hui maîtrisés, la ville réunit tous les avantages d'une cité balnéaire.
survolons la Corse de part en part pour rejoindre la côte ouest de l'île. Le mont Rotondo culmine à 2673 mètres, ce qui fait de lui le deuxième plus haut sommet de Corse après le mont Cinto. Après avoir survolé le petit lac de Rinoso, attardons-nous sur les lacs de Melo et du Capitello. Ces deux lacs sont sans nul doute l'aboutissement de l'itinéraire le plus parcouru en montagne corse. Ces lacs sont de véritables joyaux de pureté aux mille légendes. Le lac de Nino est situé à 1743 mètres d'altitude dans la magnifique prairie sauvage et enclavée du Niolo. Les pelouses tourbeuses qui entourent le lac deviennent majestueuses au printemps. Capo Tofanato, la montagne trouée, culmine à 2343 mètres. La légende raconte que le trou formé au sommet de la montagne serait né d'une querelle entre le diable et Saint-Martin. Ici, le massif volcanique de la Grande Barrière traverse toute l'île et s'étale du mont Cinto jusqu'aux aiguilles de Bavella au sud-est. La Paglia Orba culmine à 2525 mètres. Il est considéré comme le site d'escalade le plus difficile de Corse tant ses formes sont tranchantes. Le mont Cinto est le toit de l'île avec ses 2719 mètres. Par beau temps, de son sommet, il est possible d'apercevoir les côtes du continent. Nous survolons les célèbres aiguilles en granit rouge déchiquetées du Popolasca. Calvi est marqué par l'empreinte génoise. Les Génois fondèrent la ville en 1278. Calvi, aujourd'hui capitale de la Balagne, a su s'imposer dans le tourisme insulaire.
La citadelle vient couronner l'avancée rocheuse dans la continuité de la ville, fortifiée à la fin du XVe siècle. Elle entoure l'ancien palais des gouverneurs. En contrebas de la ville haute, le port peut accueillir 450 bateaux à flot. Calvi est devenue aujourd'hui une cité balnéaire très prisée de Corse. Le parc naturel régional de Corse a été créé en 1972 et recouvre près de 40% de la superficie de l'île. Parmi les zones protégées inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, on retrouve la façade du golfe de Porto et la réserve naturelle de Scandola. Cet endroit unique n'est accessible qu'à pied et en bateau. La Corse fait beaucoup parler d'elle. Sa beauté unique attire tous les regards. Région de démesure et de contraste. Habitants et décors semblent vivre en parfaite harmonie, tous deux granitiques, majestueux, indéchiffrables. Six départements composent la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les Hautes-Alpes, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. La Côte d'Azur, Riviera française, où les noms comme Saint-Tropez, Cannes, Antibes, Nice, Èze ou Saint-Jean-Cap-Ferrat résonnent dans les âmes comme autant de rêves. Territoire de contraste, où villages typiques, traditions, richesses et voyeurisme se côtoient intimement dans la beauté et l'extravagance. Commençons notre voyage au-dessus du site ayant indubitablement contribué à la renommée de la Côte d'Azur. Capitale touristique internationale, Saint-Tropez est depuis les années 50 le lieu de villégiature du tout Paris mondain et la capitale de la curiosité nationale. Au-delà de cette exposition de richesses sur fond de yachts immobiles, la ville nous offre ses charmes et son authenticité. Le Vieux-Port, la place des Lys, la rue Gambetta sont des lieux incontournables et envoûtants de charme. Derrière Saint-Tropez, la réputation de la plage de Pamplonne n'est plus à faire, avec ses 5 km de sable fin. Ici se côtoient plages privées aux tarifs exorbitants et plages populaires plus sobres et plus accessibles. Au large de la baie de Cannes, l'île Saint-Honorat repose comme une parenthèse loin de toute richesse et toute spéculation.
Lieu de vie monastique depuis 16 siècles, l'île essaie de maintenir un équilibre fragile entre tourisme et environnement. Le patrimoine architectural unique qui s'y trouve est un témoin historique allant du VIe au XIXe siècle. Autre décor, autre scène et pourtant à quelques mètres de là, l'incontournable Cannes. La seule évocation de son nom nous plonge dans l'ambiance des salles obscures. Capitale mondiale du cinéma, la ville accueille chaque année son illustre festival. Mais Cannes n'a pas toujours été au devant de la scène. Le tapis rouge a recouvert de longs siècles d'isolement, mais l'environnement enchanteur de la baie en a fait au fil du temps la résidence secondaire des grands de ce monde. Les terres révèlent aussi de merveilleux sites, comme le village de Saint-Paul-de-Vence, dressé sur un éperon rocheux et entouré de remparts. La ville est considérée comme l'un des plus beaux villages de Provence. Saint-Paul-de-Vence est rempli de ruelles pittoresques, nichées au cœur de magnifiques façades en pierre du XVIe et XVIIIe siècle. De grands noms de la peinture, tels que Matisse, Chagall et Picasso, furent envoûtés par ce site. Bâti sur un socle rocheux à 760 mètres d'altitude, Gourdon, petit village féodal, domine la vallée du Loup. Son château, classé monument historique, constitue une des grandes particularités du village. Bâti au IXe siècle, ce dernier restera la propriété des comtes de Provence jusqu'en 1235. Aujourd'hui, musée médiéval et musée des arts décoratifs, il est bordé de magnifiques jardins dessinés par le nôtre. Opio est perché entre mer et montagne, sur un piton rocheux à 350 mètres d'altitude. Sa fabrication d'huile d'olive est célèbre grâce à son moulin du XVe siècle. Opio est un centre de culture de fleurs à parfum, tout particulièrement de roses. En direction de Nice, survolons les côtes d'Antibes. La ville est longtemps restée la seule métropole importante entre Marseille et l'Italie. Antibes est à la fois ville d'histoire, balnéaire, culturelle et technopole. Avec ses remparts, ses 25 km de plage, son légendaire festival de jazz et son pôle économique spécialisé dans le multimédia. Nous survolons le port de Saint-Laurent-du-Var entre Antibes et Nice. Nice est la métropole de la Côte d'Azur. Elle est la 5e ville de France, à la fois balnéaire et industrielle. Ses plages magnifiques au pied de la ville lui donnent cet extraordinaire caractère. Son célèbre carnaval, qui est le premier carnaval de France, est la plus importante manifestation de la Côte d'Azur en hiver. Saint-Jean-Cap-Ferrat est un site exceptionnel.
Cette presqu'île située entre Nice et Monaco est considérée comme un des plus beaux joyaux de la Méditerranée. Édifiée par la baronne de Rothschild à la Belle Époque, la Villa des Prussies est l'une des plus belles de la Côte d'Azur. Ouverte au public depuis 1937 et transformée en musée, la villa est bordée de magnifiques jardins ornés de bassins et de cascades. Le Cap Ferrat a toujours été considéré comme un lieu d'importance pour la navigation. Il est doté d'un phare et d'un sémaphore construits en 1862 sur décision de Napoléon III. Survolons à présent le village médiéval d'Èze. Situé entre Beaulieu et Monaco, Èze domine la mer. Construit sur un pic rocheux, son existence remonte à l'époque romaine. Depuis un siècle, Èze est devenu un lieu de villégiature pour princes et écrivains. En effet, Guillaume de Suède, Nietzsche, George Sand, entre autres, ont séjourné à Èze et y ont trouvé calme et inspiration. Terminons notre voyage au-dessus de la principauté de Monaco. État indépendant et souverain, la principauté possède une façade sur la Méditerranée. Sa superficie est de 194 hectares. 40 d'entre eux ont été gagnés sur la mer ces 20 dernières années. La principauté de Monaco est, avec une superficie légèrement supérieure à 2 km², le second pays le plus petit du monde après le Vatican. Monaco est gouverné par la dynastie des Grimaldi depuis 1297. C'est à cette date précise que François Grimaldi, arme à la main, prit la forteresse déguisé en moine franciscain. Ainsi se termine notre voyage au-dessus de la Côte d'Azur, belle et pétillante dans ses terres et sur ses côtes. Terre de contraste, où la mer et la montagne côtoient les voiliers et les yachts.